Alors bonjour à tous. On va commencer avec un petit peu de retard, je suis désolé, donc cet après-midi de conférence. C'est la 8e édition de Mystérieuse Connexion. Donc Mystérieuse Connexion, ce sont des cycles de conférences organisés à Rennes-le-Château par l'association Terre de Rédé. Et ces cycles de conférences abordent des sujets voisins au mystère qui intéresse beaucoup de personnes ici, le mystère du trésor de Rennes-le-Château. On a évoqué déjà précédemment les Templiers, la Rose-Croix. Et pour cette 8e édition, on a retenu le thème du légendaire occitan notamment. Pourquoi? Je vais l'expliquer rapidement dans une première conférence qui va tisser un lien justement entre ce légendaire et puis l'affaire Saunière et ce qu'on a pu en dire. Alors on avait programmé une seconde conférence donc, de Philippe Huppé, le message symbolique des légendes. Malheureusement, Philippe Huppé a eu un empêchement de dernière minute hier. Outre donc d'être un écrivain, c'est aussi quelqu'un qui a des engagements politiques et donc malheureusement, voilà, il a été retenu par ses engagements. On aura ensuite Olivier Rimbaud, auteur de 2 ouvrages que je recommande vivement sur les mystères et le légendaire du Canigou, ouvrage que je juge personnellement absolument exemplaire en termes d'érudition. Et donc il nous parlera des démons du Canigou aux extraterrestres du Bugarache sur la génétique des légendes d'hier et d'aujourd'hui. Et ensuite, on verra, suivant le temps, comme une des conférences a été annulée, peut-être qu'on enchaînera sur un autre sujet, mais ça va dépendre du timing de l'après-midi. Donc pour ma part, je vais donc commencer avec cette conférence qui était pensée comme une conférence introductive. Pourquoi parler légende à Rennes-le-Château? Eh bien parce qu'on est évidemment sur un lieu où circule depuis maintenant plusieurs décennies une histoire qui a des allures de légende. Alors qu'on ne se méprenne pas sur mes intentions, je ne réduis pas l'histoire de Saunière à une légende sans fondement, mais évidemment dans la forme qu'a cette histoire, il y a énormément de corrélations entre elle et les légendes qu'on peut trouver un petit peu partout en France et en Europe, notamment au niveau du thème, puisque le thème du trésor caché qui resterait à trouver, est omniprésent dans le légendaire. On a à travers le territoire de nombreuses ruines qui, depuis longtemps, ont cristallisé comme ça des histoires de trésors. Alors, l'autre lien entre l'affaire Saunière, l'affaire du trésor de Rennes et le monde des légendes, c'est la tradition orale. Puisque les légendes en général appartiennent à ce qu'on appelle les traditions populaires, qui sont des traditions de nature orale dans un premier temps, qui ont, à un moment donné, été fixées par écrit. Pour la plupart des légendes, ce sont les folkloristes au XIXe siècle qui les ont recueillies. C'était des histoires qui se racontaient de génération en génération. Et avec l'affaire du trésor de Rennes, on est exactement dans cette configuration-là, même si cette tradition orale, finalement, elle a eu une durée de vie assez courte et qu'elle a été assez rapidement fixée par écrit. La première attestation qu'on en a de cette tradition de trésor à Rennes-le-Château date de 1936. Première attestation littéraire dans l'itinéraire en terre d'Aude de Jean Giroux. Jean Giroux était un médecin de Carcassonne qui a écrit ce livre où il rapporte son périple dans la haute vallée de l'Aude. Et à cette occasion, il évoque sa montée dans le village de Rennes-le-Château. Il décrit un village misérable, c'est un village pauvre, paysan, et il dit sa stupéfaction en découvrant, une fois le village traversé, eh bien, les constructions flambant neuves de la Bessonnière. Et il écrit « C'est la maison d'un curé qui aurait bâti cette demeure somptueuse avec l'argent d'un trésor trouvé, disent les paysans ». Donc j'insiste sur cette notion de tradition orale qui a survécu à la Bessonnière et qui, à un moment donné, a été recueillie par écrit. Et un autre élément propre aux légendes, très présent dans l'histoire de Rennes-le-Château, évidemment, c'est le diable. Dans beaucoup d'histoires de trésors, le diable est le gardien du trésor. Et précisément, on va retrouver sa figure dans l'église de Rennes avec Asmodée qui a fait couler tant d'encre depuis que les chercheurs s'intéressent à l'énigme saunière. Et on a pu appeler le trésor de la Bessonnière l'or du diable. C'est le titre d'un roman de Jean-Michel Thibault qui raconte de façon fictionnelle les mésaventures de l'abbé. Et ce roman, l'or du diable, a donné lieu
dans les années 80, à un feuilleton télévisé qui a eu un beau succès à l'époque, L'Or du Diable, dont voici quelques images. Alors, il faut dire que si on a donc eu une légende autour de la Bessonnière qui s'est créée, eh bien, on était ici depuis longtemps dans un pays de légende. Et la toponymie des environs de Rennes-le-Château a gardé trace de cela. C'est un phénomène assez courant. Les lieux vont fixer des noms. On oublie les histoires qui ont conditionné ces noms, mais les noms restent, traversent les siècles et attestent de l'existence d'un légendaire. On a énormément de cas de ce type, notamment en montagne, dans les Pyrénées. On a sur la frontière franco-espagnole un lieu qui s'appelle la Tombe du Géant. Aujourd'hui, on ne sait plus pourquoi on l'appelle comme ça, mais on suppose évidemment qu'il y a eu des traditions jadis vivaces qui ont conditionné l'existence de ce nom. Et autour de Rennes-le-Château, des noms comme ça, des toponymes qui ont gardé la mémoire d'un légendaire, il y en a plusieurs, notamment du côté de Rennes-les-Bains, avec ces lieux que tout le monde connaît ici, le fauteuil du diable, au nom très évocateur. Et puis, on a d'autres lieux dont les noms parlent peut-être moins aujourd'hui. On est dans une période où les langues traditionnelles, l'occitan notamment, se perdent. Mais on a le ruisseau de Las Breiches, juste à proximité du fauteuil du diable. Et le nom est là encore très évocateur, puisque les Breiches, dans le langage local, eh bien, c'était les sorcières. Donc, c'est le ruisseau des sorcières, pas très loin du fauteuil du diable. Donc, on voit qu'on a une toponymie diabolique autour de Rennes-le-Château. Alors, la plupart de ces légendes, elles ont disparu, mais quelques-unes, heureusement, ont été sauvées de l'oubli à partir du moment où on s'est intéressé au folklore local. Et dans cette œuvre, eh bien, le groupe audois d'études folkloriques a joué un rôle important. Il a été cofondé en 1938 par René Nelly. René Nelly, dont on connaît l'œuvre poétique, il a eu aussi cette volonté, évidemment, de sauver le patrimoine culturel occitan. Et donc, ce groupe qu'il a cofondé avait pour but de recueillir les traditions orales du département de l'Aude avant qu'elles disparaissent. Le groupe éditait une revue, Folklore, que voici. Et dans cette revue, quand on la feuillette, eh bien, on trouve certaines traditions qui, sans ce travail-là, auraient aujourd'hui complètement disparu. Alors, on trouve par exemple des allusions aux fées de Rennes-les-Bains. Je vais vous lire ce passage. C'est donc un texte qui a été publié en 1938. C'est une étude sur ce qu'on appelle les mitounes. Alors, les mitounes, ce sont les fées. Des fées un petit peu farceuses, un petit peu diaboliques, qui aiment s'amuser. Et donc l'auteur de l'article a recueilli plusieurs traditions locales concernant ces mitounes, notamment à Rennes-les-Bains. Je vais vous lire ce passage. À Rennes-les-Bains, elles ont leur demeure tout près du Lavadou, un ruisselet qui coule au sud du hameau de Montferrand. C'est dans le Lavadou qu'elles vont faire leur petite lessive. Celui qui est assez habile pour réussir à leur voler du linge est assuré de faire fortune sous peu. Malheureusement, cet argent disparaît rapidement et au bout de quelque temps, le voleur est aussi pauvre qu'auparavant. À Montferrand, on vous dira encore que la famille T, donc là, le nom de famille est anonymé, jadis avait eu du linge des mitounes. La famille C de Sougraine avait elle aussi réussi à subtiliser aux mitounes un paille roulé et une serviette. Les petites sorcières étaient réfugiées dans la Kaoumo, qui se trouve dans le voisinage immédiat de la source de Tourtos, non loin du hameau des Clamensis et de son moulin. Les mitounes s'étant aperçues du larcin, avaient poursuivi le voleur, mais en vain. Alors, elles avaient menacé. Et depuis ce jour, les habitants du village remarquaient que la maison C n'était jamais fermée, même au temps des travaux les plus pressants. Un membre de la famille gardait ce qui avait été pris aux mitounes. Cela n'empêcha pas l'apparition rapide de la misère succédant à une grande aisance. D'autres, à Rennes-les-Bains, vous diront que si vous possédez une pièce du trousseau des mitounes, Aouret Cadeau Mati 5 sous, sous la Leicho, excusez-moi pour l'accent, évidemment, en 1938, 5 sous, ce n'est pas grand-chose, mais autant jadis, à l'époque des mitounes, c'était une somme intéressante. Donc là, on voit qu'il y avait un légendaire qui était très ancré, et ce thème du linge dérobé aux fées qui assure la fortune est assez répandu. Je ne sais pas si Olivier en parlera tout à l'heure, mais sur le Canigou, par exemple, on avait les mêmes croyances concernant le linge que les bergers essayaient de dérober aux fées. Alors, est-ce qu'il y avait des fées à Rennes-le-Château? Oui, il y en avait.
Et toujours dans le même article, on a une intéressante allusion à une de ces mésaventures féeriques. La voici. À Rennes-le-Château, les malignes petites femmes jouèrent un mauvais tour au berger Jean D. Un soir, ce dernier fut tout surpris, à l'heure de la rentrée du troupeau, de voir qu'il manquait une brebis. Après avoir fermé son étable, il rebrousse chemin et non loin du moulin aperçoit l'animal. Il l'appelle, la brebis ne bouge pas, il approche, veut la faire marcher, ses efforts sont vains. Après avoir examiné si elle n'avait pas de blessure aux pattes, il prend le parti de faire ce que font tous les bergers en pareil cas, mettre l'animal sur les épaules et le porter jusqu'à la bergerie. À l'entrée du village, il entend une voix qui disait « Qui te porto, mituno ?» Qui te porte, mitoun donc. « Jean D » répond la brebis. Inutile d'ajouter que la brebis fut vite posée à terre, sinon jetée, et que le pauvre Jean D ne la revit plus. Donc voilà, ça c'est le genre d'histoire qu'on trouvait jadis à Rennes-le-Château. Alors là encore, c'est un archétype, c'est-à-dire qu'on va retrouver ce type de légende assez fréquemment, voulant qu'un homme ou une femme trouve un animal, le porte, et que d'un coup cet animal se mette à parler et révèle sa véritable nature diabolique ou féerique. Il y a des tas d'histoires, par exemple, de chats diaboliques qui reprennent exactement le même schéma. Alors évidemment, ces légendes qui sont aujourd'hui éteintes, dont on ne parle plus dans les villages, à l'époque de l'abbé Saunière, eh bien, elles étaient encore vivaces. C'était avant le rationalisme triomphant du XXe siècle, avant la télévision aussi, donc au cours des veillées. On racontait encore ces histoires de fées et de fantômes. Et on a d'ailleurs au sujet de l'abbé Saunière une anecdote qui a été recueillie par André Gallo. André Gallo, c'est quelqu'un qui est toujours en vie, mais c'était parce qu'il ne travaille plus à la Dépêche du Midi, donc c'était un journaliste de la Dépêche. Il a couvert l'affaire de Rennes-le-Château, il a enquêté sur l'affaire, il a recueilli certains témoignages auprès des populations locales. Il a notamment recueilli cette histoire-là, que je trouve assez intéressante dans ce contexte. Mais le père Saunière, donc le père de l'abbé Saunière, était aussi un bon vivant et aimait la plaisanterie. À l'occasion d'un repas où ses fils Béranger et Alfred avaient convié quelques jeunes amis séminaristes, il leur racontait des histoires de revenants. Le dîner terminé, tous décidèrent de faire quelques pas dans la campagne environnante afin de faire descendre le bon repas préparé par maman Saunière, bonne cuisinière. Et voilà que dans le silence de la nuit, à la sortie du village, en bordure des vignes, soudain, une énorme masse vêtue de blanc bondit hors d'un fourré, traînant des chaînes. Pris de panique, les jeunes séminaristes détalèrent. L'un d'eux s'enfuit par les champs et les vignes et ne revint au village que le lendemain à la pointe du jour. Joseph n'était pas étranger à cette farce. Alors là, c'est une anecdote donc, qui a été recueillie et je me suis demandé eh bien, à quelle tradition devait se référer le père, donc Joseph Saunière, le père de Béranger, pour avoir fait cette mise en scène. Et effectivement, on trouve aux environs de Montazel, donc, qui est le théâtre de cet épisode, de cette mystification, une légende de fantôme qui était très vivace, c'est le spectre de Garneau. Alors c'est Louis Fédier, qui était originaire de Cuisac et qui a fait un grand travail de recherche historique et folkloriste sur le secteur, qui avait recueilli cette légende, cette tradition du spectre de Garneau, et il l'avait recueilli au XIXe siècle. Alors c'était une tradition qui était jadis vraiment bien ancrée dans les esprits. On racontait que les nuits d'hiver, entre le ruisseau de Rabanel et le ruisseau d'Antuniac, un spectre effrayant errait, il était couvert de draperies blanches et il ne dépassait jamais le périmètre déterminé par ces deux cours d'eau. Alors, ce spectre, on lui donnait un nom, Garneau, et d'après ce qu'a pu tirer comme information Louis Fédier, eh bien, ce nom Garneau était une déformation de Guillaume Arnaud, qui était le seigneur de Sparazam, c'est l'ancien nom d'Espéraza, c'est le premier village d'Espéraza. Et ce Guillaume Arnaud s'était rangé du côté des Cathares pendant la croisade contre les Albigeois. Et c'est pour cette raison qu'en 1230, eh bien, le premier village d'Espéraza, donc Sparazam, fut entièrement détruit par le feu et tous ses habitants furent massacrés. Alors, pour l'histoire, donc Espéraza a ensuite été reconstruit plus loin, donc sur l'emplacement actuel du village d'Espéraza, et la ville originelle, complètement détruite, est devenue un lieu-dit
Garneau. Et le spectre de Garneau donc, a gardé le souvenir de cet événement tragique de la croisade contre les Albigeois, puisque ce spectre donc, serait le seigneur Guillaume Arnaud, assassiné par les troupes ecclésiales. Alors la toponymie, là encore, comme on le voit, a gardé souvenir de cet épisode, puisque avant d'arriver à Espéraza, on passe effectivement sur le secteur de Garneau, où se trouve actuellement la zone commerciale rassemblée autour de l'Intermarché. Alors cette légende, elle était extrêmement vivace au temps de l'abbé Saunière, et c'est d'elle évidemment que s'est inspiré Joseph Saunière pour sa mystification spectrale. Alors apparemment c'était quelque chose, c'était une tradition assez répandue dans la région, puisque quand on lit Louis Fédier, on se rend compte que d'autres ont mystifié aussi leurs invités avec cette histoire de spectre. Voici ce qu'écrit donc Louis Fédier en 1879, et qu'on n'aille pas croire que cette légende n'a plus cours dans la contrée et que nous la citons uniquement au point de vue rétrospectif. Elle est encore enracinée dans certains esprits, car pas plus tard que pendant l'hiver de 1876, l'apparition du spectre de Garneau a été signalée. Et Fédier, qui a une vision rationaliste du phénomène, rajoute « Quelque mauvais plaisant aura peut-être cherché, grâce à une exhibition un peu théâtrale, à se faire un jeu de la crédulité du public ». Donc on voit que c'était sans doute un jeu dans la population de reprendre ces traditions légendaires et de faire peur avec. Alors j'en viens maintenant à ce qu'on pourrait appeler les mystères de Rennes avant l'abbé Saunière, puisque en fait tout ce fond légendaire, il a déjà, avant qu'on commence à gloser sur le trésor de l'abbé Saunière, eh bien, répandu dans les consciences une sensibilité particulière au mystère, et répandu aussi l'idée qu'il y avait des trésors et des fois des événements surnaturels dans les environs de Rennes-le-Château. Ces traditions surnaturelles qui précèdent Saunière et qui l'accompagnent de son vivant, on en a récemment retrouvé une trace à travers cette carte postale. C'est Michel Vallée, qui est bien connu des chercheurs, qui a exhumé cette pièce. Donc c'est une des cartes postales que Saunière avait éditées, et une personne donc, qui est venue à Rennes-le-Château apparemment dans les années 1912-1913, a rédigé depuis Rennes eh bien, un mot envoyé à son correspondant. Et dans ce mot, il parle du château de Rennes, et il écrit ceci: « Château féodal qui tombe en ruine et qui a été l'objet de légendes et de superstitions ». Alors dans cette carte postale, l'auteur ne dit rien de plus sur ces légendes et ces superstitions entourant le château de Rennes dans les années 1910. Je me suis posé la question de savoir de quoi il en retournait, et c'est chez Fédier que j'ai pu trouver des réponses dans son étude historique sur le Haut-Razès, une étude que Louis Fédier publie en 1878 et qui fait effectivement allusion à plusieurs traditions étranges et trésoraires autour du château de Rennes. Alors là encore, on revient dans le domaine des faits, puisque Fédier, dans cet article, consacre un long développement aux encantados, les encantades, les enchanteresses. Donc c'était un des noms qui était donné aux fées. Et il nous dit au sujet de celles-ci, qui étaient censées vivre donc dans la haute vallée de l'Aude, c'était des jeunes filles d'une beauté éblouissante qui, couvertes de longues robes blanches ornées de pourpre et le front ceint d'un cercle d'or, erraient la nuit dans les forêts sous des chênes séculaires, ou bien s'asseyaient autour d'une fontaine, traçant sur les eaux des signes cabalistiques avec leurs baguettes d'ébène. Parfois, on les avait surprises étendant, au clair de la lune, des pièces de linge qu'elles avaient plongées dans le bassin de cette fontaine et lessivées avec un battoir d'or. Donc on voit évidemment qu'il y a le thème de l'or qui revient, qui est associé à ces faits. Et à proximité de Rennes-le-Château, on le voit sur la carte IGN, je l'ai mis en exergue, un lieu qui s'appelle l'Encantado. Et ce lieu, l'Encantado, eh bien, son nom, bien sûr, vient des encantades, des fées. Et Fédier nous parle de ce lieu. Il nous dit, toujours dans le même article, la montagne de las Encantados domine au midi le territoire de Cuisa. À l'est, elle touche au village de Rennes. Elle se compose de 2 mamelons parallèles allant de l'est à l'ouest et séparés entre eux par un vallon au centre duquel coule la fontaine portant le même nom.
Et il évoque à ce sujet les souterrains qui couraient sous cette montagne des Encantadas. De nombreuses galeries, les unes à ciel ouvert, les autres fouillées dans le sous-sol, en ont déchiqueté les entrailles. Le percement de ces galeries a souvent mis à découvert des grottes, des cavernes plus ou moins spacieuses. Donc on voit que là, on a les faits, on avait le thème de l'or et on a le thème du souterrain et des cavernes profondes qui est associé à cette montagne des Encantadas. Voici ce qu'écrit encore Fédier. Ainsi, au sujet toujours du même lieu, l'Encantados, ainsi ont été creusées dans les temps reculés de vastes grottes qui, plus tard, ont disparu en grande partie détruites par d'énormes éboulements. 3 points importants se dégagent de ces observations topographiques. Existence à une époque reculée de vastes cavernes dans les flancs d'une montagne appelée la montagne des êtres surnaturels. Donc là, il faut bien garder ça en mémoire parce que quand on voit aujourd'hui ce qui peut se raconter autour de certaines montagnes environnantes de Rennes-le-Château comme Bugarach, on voit bien qu'il y a un fond légendaire qui évoquait ça déjà, des vastes cavernes, des êtres surnaturels vivant sous terre. Et on est évidemment là dans des histoires rapportées de génération en génération, puisque Fédier a directement recueilli auprès des anciens ces traditions. Nous avons enfin essayé de nous rendre compte de l'invention de la légende. Les têtes blanches du pays affirment l'avoir entendu raconter par leur père et grand-père, qui la tenaient de leurs aïeux, et toujours sans variante, tout d'une pièce, comme une tradition sacrée. Et Fédier en vient, et là c'est encore plus intéressant, à évoquer l'existence d'un mystérieux peuple troglodyte qui aurait vécu jadis dans les environs de Rennes-le-Château. Fédier, je l'ai dit, est un rationaliste plutôt. Il va décrypter les légendes, il ne va pas croire littéralement aux histoires de fées et de fantômes, mais par contre, il est pour lui certain que ces légendes ont une origine historique, et pour lui, l'origine historique de ces légendes, c'est ce peuple troglodyte. Nous croyons donc devoir considérer cette légende comme un récit historique idéalisé par l'ignorance et la superstition, mais se rattachant à l'existence sur ce sol, à une époque très reculée, d'un peuple troglodyte, de la race gallo-celtique, époque qu'il serait difficile de déterminer, mais qui se rapporte à ces temps désignés par la science archéologique sous le nom d'âge antéhistorique. Donc c'est intéressant parce que dès le 19e siècle, on suppose qu'il y a eu un peuple qui a vécu sous terre dans les environs de Rennes-le-Château. Alors maintenant, quel est le lien entre cet Encantados, ces galeries souterraines et le château de Rennes? Eh bien, le voici, toujours d'après les traditions recueillies par Fédier, quand dans leur pérégrination nocturne, donc les Encantados, franchissaient la lisière des forêts qui leur servait de demeure et se rapprochaient par hasard de quelques de ces croix de pierre ou de fer que la foi chrétienne a placées, comme des sentinelles mystiques, aux avenues des villages et aux carrefours des sentiers, elles reculaient avec épouvante et prenaient la fuite. Le jour, elles se tenaient mystérieusement cachées dans leurs demeures souterraines, dans des cavernes profondes que recélaient les flancs de la montagne qui porte leur nom. Ces cavernes communiquaient, par un passage secret, avec les souterrains du château de Rennes, bâtis à proximité de cette montagne. Donc voilà une des traditions qui circulait autour du château de Rennes. Il y avait des souterrains qui le reliaient directement à la demeure des fées de l'Encantados. Alors ça, c'est un point, c'est donc le légendaire féerique qui est associé aussi au légendaire de l'or, avec les battoirs d'or des fées. Et puis, il y a dans les environs de Rennes, avant l'aventure de la Bessonnière, un certain nombre de traditions légendaires qui nous parlent de trésors. La plus connue, évidemment, c'est celle qui est rattachée au château de Blanchefort, ce petit éperon que l'on voit donc sur cette image, situé à l'entrée nord de Rennes-les-Bains, à quelques kilomètres à peine de Rennes-le-Château. Et ce lieu-là, ancien fortin visigothique, était entouré de légendes, d'un trésor extraordinaire, gardé par le diable. Une évocation littéraire se trouve en 1832 dans le Voyage à Rennes-les-Bains de l'Abbesse Rochefort, qui écrit à ce moment-là « Tout près de nous étaient les débris de cette forteresse de Blanchefort, où le diable garde depuis longtemps un immense trésor. Les gens du pays croient qu'il se compose positivement de 19,5 millions en or. » Donc un trésor colossal, gardé par le diable, c'est évidemment un thème qui va ressurgir dans l'histoire de la Bessonnière. Alors Fédier, dans son écrit « Le comté du Razès et le diocèse d'Alais », s'est intéressé à cette tradition du trésor de Blanchefort. Et il écrit quelque chose à ce sujet qui est très intéressant. Une autre légende, aussi fantaisiste, donc lui, il en dénigre la réalité historique, nous apprend que les souterrains de ce château
de Blanchefort, renfermait une partie du fameux trésor des Visigoths. Alors, Fédier, il a une vision rationnelle. Pour lui, cette légende naît des activités minières dont le secteur de Blanchefort a été le théâtre. Mais pour les habitants des environs de Blanchefort, donc de Rennes-les-Bains ou encore de Rennes-le-Château, eh bien, ces mines en fait, n'étaient qu'un prétexte. Ce qui sortait de ces mines, c'était en fait un trésor qui était extrait de la montagne. Fédier a recueilli cette tradition. Nous devons ajouter, donc dit-il, que le puits principal qui donnait accès dans les mines était creusé au pied des murailles de Blanchefort. On peut, encore de nos jours, voir ce puits qui descend jusqu'à une certaine profondeur. Les populations du Moyen-Âge croyaient que les métaux précieux extraits de cette mine provenaient non d'un gisement incrusté dans le sol, mais d'un dépôt d'or et d'argent en lingots enfoui dans les caves de la forteresse par ses premiers maîtres, les rois Visigoths. Donc on voit que la tradition trésoraire, elle est très ancienne dans la région, et on a depuis longtemps rattaché ce trésor qui se trouverait à proximité de Rennes-le-Château au trésor des Visigoths. Alors là, c'est une autre tradition très ancrée qui a été notamment cristallisée autour de Carcassonne, mais on ne le voit pas seulement, aussi autour de Blanchefort. Juste un mot là-dessus, c'est quand même une histoire qui est bien connue. Cette tradition, elle est avérée par des textes anciens. C'est-à-dire c'est là qu'on commence à voir aussi que derrière les légendes, il y a une réalité historique. Procope de Césarée, au 5e siècle, quand il parle de la prise de Carcassonne par les Francs, explique que les Francs investissent étroitement la ville de Carcassonne, ayant entendu dire qu'elle renfermait les richesses impériales que le vieil Alaric avait emportées lorsqu'il eut pris la ville de Rome. Parmi ces richesses se trouvait, dit-on, une bonne partie du précieux mobilier de Salomon, lequel était orné de superbes pierreries, ce qui était une chose très belle à voir. Les Romains avaient autrefois apporté ce mobilier de Jérusalem. Donc, d'après ce texte, on a un trésor colossal qui a été enterré à Carcassonne quelque part et qui s'y trouverait encore. La légende a traversé les siècles. La légende s'est notamment focalisée autour du grand puits de la cité, puisque d'après la tradition locale, c'était là que le trésor avait été enfoui. Et de fait, au XIXe siècle, on a eu au moins 2 tentatives importantes de fouiller ce puits de la cité, alors qu'il passe aussi pour être hanté, et d'y trouver le trésor des Visigoths. Et on a eu en 1867, donc une étude de Firmin Jaffus, qui était bibliothécaire à Carcassonne, la cité de Carcassonne et les trésors des Visigoths. Et Firmin Jaffus affirme sa certitude que ce légendaire du trésor visigothique de Carcassonne, il a bien une assise réelle. Et donc il va essayer, lui, d'émettre des hypothèses pour voir où ce trésor pourrait effectivement se situer. Il ne croit pas au puits de la cité, il évoque plutôt le château Comtal. Alors cette légende-là, elle est évidemment capitale pour expliquer le succès de l'idée que l'abbé Saunière ait trouvé un trésor, puisque c'est cette légende du trésor des Visigoths, transportée à Blanchefort, donc juste à côté de Rennes-le-Château, qui va permettre à Noël Corbu, dans les années 1950, de donner une vision tout à fait romanesque du trésor découvert par l'abbé Saunière. Jusqu'à Corbu, on parle simplement d'un trésor qu'il aurait trouvé, sans donner une description de ce trésor. À partir de Noël Corbu, dans les années 1950, on va donner une description précise de ce trésor. Voici ce que disait Corbu. Toujours d'après les archives qui donnent une liste du trésor, celui-ci se composait de 18,5 millions de pièces d'or en nombre, soit en poids environ 180 tonnes, plus de nombreux joyaux et objets religieux. Sa valeur intrinsèque, d'après cette liste, est de plus de 50 milliards. Par contre, si l'on prend sa valeur historique, la pièce d'or de cette époque valant 472 000 francs, on arrive à 4 000 milliards. Donc là, Corbu, il nous donne une vision complètement extrapolée du trésor qu'aurait trouvé Saunière. Et les archives auxquelles il se réfère, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est tout simplement le légendaire local, puisqu'on voit qu'il y a une corrélation entre ces 18,5 millions de pièces d'or qui resteraient dans le trésor et évidemment le chiffre de 19 millions de pièces d'or qui était annoncé dans le légendaire autour du château de Blanchefort et qui avait été noté au XIXe siècle par Labus Rochefort. Corbu s'inspire de cette légende de Blanchefort pour la transposer à Rennes-le-Château et donner une description du trésor de l'abbé. Alors Corbu n'est pas le seul à avoir utilisé les légendes locales pour rendre plus captivante cette histoire qui, je le rappelle, encore une fois, il ne faut pas qu'on se méprenne, pour moi elle a bien une assise historique, mais donc pour donner une connotation légendaire à toute cette histoire, Corbu s'est inspiré du légendaire local et Gérard de Sède a utilisé le même ressort
puisque quand on relit L'Or de Rennes, qui est le premier livre entièrement consacré à l'affaire du trésor de Rennes-le-Château, et livre qui va vraiment susciter les passions et entraîner un engouement qui n'a pas de fin, puisqu'on est encore là aujourd'hui autour de cette histoire, eh bien dans ce livre, Gérard de Sède, qui forge véritablement, il le sait, une légende, va invoquer au fil des pages tout un légendaire local qui va donner une dimension mystérieuse, encore plus mystérieuse à l'affaire Saunière. Alors j'ai fait un petit relevé comme ça sur quelques pages. Page 73, par exemple, on va trouver toute une évocation des légendes concernant les Pyrénées, la naissance de ces montagnes, avec Pyrène, le feu, etc. Page 74, et ça c'est un élément important, on a la figure de la Reine Blanche qui apparaît, que de cette présente comme une divinité tutélaire gauloise, grand-mère de tant de nos fées et de tant de nos vierges, j'y reviendrai. On a, page 75, la légende du berger Paris, donc c'est ce berger qui, dans les environs, aurait retrouvé, en suivant une brebis engouffrée dans un aven, donc un trésor. Page 76, évocation du trésor de Blanchefort tel qu'évoqué par Louis Fédier. Page 78 et suivante, on revient sur la Reine Blanche. Et page 80, la Reine Blanche de Péripertus. Et là, j'insiste maintenant, en voyant ce relevé, sur l'importance de cette figure de la Reine Blanche, qui est très présente dans l'écrit de Gérard de Sède, et il y a des raisons à cela. Alors Gérard de Sède, on le voit, convoque des légendes un petit peu plus éloignées de Rennes-le-Château. On reste dans le territoire, mais on va un peu plus loin. Et notamment, il va chercher le légendaire de Peyrepertuse. Peyrepertuse, auquel s'était intéressé Louis Fédier. Et entre autres légendes sur ce château, Fédier rapporte celle-ci. Une tradition locale nous raconte les mystères du vieux château. Elle nous apprend qu'il y avait autrefois aux étages supérieurs du donjon des portes secrètes faites d'un seul bloc, comme les portes des tombeaux des rois de Juda. Ces portes consistaient en une lourde pierre tournant sur un pivot et s'enrasant dans la muraille. Peut-être cette invention a-t-elle été rapportée des croisades et adoptée au retour de la Terre Sainte par un membre de la famille de Peyrepertuse. Donc là, ce qui est tout à fait intéressant aussi, quand on voit ce qui a pu se dire depuis sur le trésor de Rennes-le-Château, sur un secret lié aux croisés qui seraient revenus, qui auraient peut-être construit quelque chose dans la région, eh bien, on voit que chez Fédier, on a là encore le fondement de ces affirmations contemporaines, puisque lui-même recueille des traditions autour de Peyrepertuse et qu'il leur donne crédit. Fédier ne conteste pas ces légendes, il dit non, au contraire, sa conviction qu'il y avait bien des portes en pierre qu'on pouvait actionner par un certain mécanisme et que ça appartenait à un savoir ramené d'Orient par les croisés. Donc là, j'insiste sur ce point, c'est le fait qu'un auteur a priori rationaliste cautionne un légendaire merveilleux qui va ensuite influencer les auteurs jusqu'à nos jours. Et alors sur la Reine Blanche, là aussi, c'est une histoire sur laquelle Gérard de Sède va insister pour des raisons particulières. La Reine Blanche, elle est effectivement omniprésente dans la région, associée à différents lieux, dont Peyrepertuse, où il est question donc d'une Reine Blanche, appelée Blanche de Cassis. En réalité, d'un point de vue historique, c'est Blanche de Bourbon, qui a été abandonnée 3 jours après son mariage par Pierre le Cruel, qui était déjà depuis longtemps dans une relation sentimentale avec sa maîtresse, Maria de Padilla, et qui a enfermé Blanche de Bourbon à vie dans un château où elle est morte. Et cette réalité historique a donné lieu à différentes traditions autour de la Reine Blanche, notamment celle de son exil à Peyrepertuse. Et là aussi, on a une thématique de trésors perdus, trouvés, retrouvés, puisque la Reine Blanche de Peyrepertuse, tous les jours, allait près d'un cours d'eau, et nous dit la légende, un jour, distraite par ses douloureux souvenirs, elle laissa glisser de sa main un gobelet d'argent qui roula dans un précipice et fut retrouvé longtemps après par un berger. Donc le berger qui retrouve le gobelet d'argent, on est toujours dans les mêmes traditions légendaires. Et ce qui est intéressant, c'est que cette Reine Blanche, elle est aussi associée à Rennes-les-Bains, puisqu'on a on a une des sources qui est clairement associée à elle par sa toponymie. Et il y a toute une tradition signalant que cette Reine Blanche a été guérie à Rennes-les-Bains. Alors il y a une autre dame blanche, Reine Blanche, c'est celle du château de Puylaurens. Le château de Puylaurens conserve une tour de la Dame Blanche. Elle est ainsi nommée et on voit donc ce panneau en bois qui porte encore aujourd'hui son nom.
Et voici ce qu'a relevé Louis Fédier à propos de cette tradition. Les chartes du Moyen-Âge appellent le château de Puylaurens Castrum de Podio Laurenti, et c'est le nom que lui a conservé l'histoire. La légende, qui marche toujours à côté de l'histoire, l'appelle le château de la Dame Blanche. La Dame Blanche, ce souvenir toujours vivant de l'époque gallo-celtique, cette personnification des prêtresses du culte druidique qui se livraient il y a 2000 ans au mystère de leur rite sauvage, est toujours vivante dans la contrée. La Dame Blanche du château de Puylaurens apparaît à certaines époques pendant les nuits d'hiver qu'éclaire la lune à l'état de croissant et parcourt, traînant après elle ses voiles de fantômes, les ruines si imposantes des tours et des remparts de l'ancienne forteresse. Donc voilà ce que dit Louis Fédier au sujet de cette Dame Blanche de Puylaurens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il attribue effectivement aux anciennes prêtresses d'une religion païenne, païenne disparue, donc une transformation un petit peu romantique de leurs souvenirs. Et Gérard de Sède va utiliser la même clé de lecture. Donc il est très inspiré en fait de Sède par Fédier. De même, pouvons-nous saluer, écrit de Sède, au passage, une divinité familière de la mythologie gauloise, gardienne des mines abandonnées ou dame tutélaire des eaux bienfaisantes, grand-mère de tant de nos fées et de tant de nos vierges, dans cette reine blanche qui joue un si grand rôle dans la région. Alors progressivement, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces traditions-là, ce légendaire a été instrumentalisé par de Sède et par d'autres à un moment donné pour signifier quelque chose, pour signifier l'existence d'une ancienne tradition, sans doute païenne, de l'existence d'une reine oubliée dans le secteur de Rennes-le-Château. Et progressivement, on est passé de la légende, ce qu'on pourrait appeler le mythe, un mythe initiatique plus structuré, basé sur ce légendaire et s'en servant pour raconter quelque chose. De Sède, dans son livre, va opposer cette reine blanche aux vierges noires. Il y a tout un jeu comme ça d'opposition entre le blanc et le noir dans son livre qu'on retrouve dans l'église de Rennes. Et donc là, on rentre dans autre chose et on quitte le monde des légendes pour rentrer dans celui de mythe. Et là, on rentre donc dans une autre histoire. Voilà, c'était une présentation un petit peu que je voulais poser du légendaire local pour suggérer la façon dont, encore aujourd'hui, il influence notre perception de l'énigme de Rennes, et puis pour dire aussi que derrière ce légendaire et derrière ces choses un petit peu chimériques que certains semblent poursuivre, eh bien, peut se cacher une réalité historique, une réalité tangible qui nous ramène à des temps oubliés de l'histoire humaine. Voilà, c'était une introduction pour poser cet après-midi de conférence. On pourra évidemment en reparler tout à l'heure. Maintenant, je vais, à moins que vous vouliez réagir de suite. Ou 5 minutes de pause. Voilà. Après, ce que je vous propose pour les interactions, ça sera plutôt après les deux conférences. D'accord, ok. Donc 5 minutes de pause pour être tout à fait disponible pour la prochaine conférence d'Olivier. Merci.